C'est le moment d'écouter Champ d'action. Si on fait confiance aux jeunes, si on encourage ces personnes-là, si on les montre qu'on a des trésors cachés. Qu'est-ce que moi j'appelle trésors cachés? Cachés, c'est l'agriculture. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture, présente les trésors cachés de la jeunesse en Afrique de l'Ouest. Pour moi, le problème ne se situe pas que la jeunesse n'est pas motivée, la jeunesse ne prend pas des initiatives et que les programmes ne sont pas là. Moi, je pense que ce problème se situe sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, je prends l'exemple sur cet atelier. Normalement, on devait faire cet atelier dans une région à Bamako pour montrer l'exemple. Là où on fait l'agriculture, parce que ici, ce n'est pas ici qu'on va trouver la solution. Tout ce qu'on va dire, c'est vrai, on va partager des expériences, on va proposer des solutions. Mais moi, je pense que ce n'est que sur le terrain qu'on peut savoir les vraies réalités, comment faire la différence, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que la jeunesse doit se donner la main pour travailler ensemble. C'est la jeunesse qui ne partage pas la même vision. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont là. C'est la jeunesse qui ne veut pas évoluer ensemble. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on soit dans la pratique, qu'on essaye de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faut améliorer. On parle d'agriculture aujourd'hui, on devait peut-être aller à Sikasso avec ce débat. On part voir ces agriculteurs qui sont sur le terrain, c'est faire mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Et ils sauront mieux nous dire aujourd'hui le problème se situe où. Et là-bas, on pourra peut-être avoir l'amour d'investir, l'amour et de travailler dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est là aujourd'hui. Quand on veut faire une initiative, on le fait tous dans la capitale. Peut-être ici à Bamako, les Sénégalais vont le faire à Dakar, ainsi de suite. Et si tu vois un jeune ou une personne prendre l'initiative pour aller dans les régions, parce qu'on lui a dit, c'est là-bas que les ONG vont t'accompagner, parce que c'est une fois là-bas que tu vas avoir des millions. Une personne qui s'engage comme ça ne va pas aller loin. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, on doit être sur le terrain. Si nous voulons changer les choses, il faut qu'on soit dans la pratique. C'est bien de faire des formations, c'est bien de proposer tout cela, mais il faut être sur le terrain. Merci. La jeune femme qui vient de s'exprimer s'appelle Fatoumata. C'est durant un atelier sur la jeunesse que SOS Fin a organisé en 2021 à Bamako, au Mali, qu'elle a lancé cet appel à se rendre sur le terrain. Fatoumata a raison. L'agriculture ne se pratique pas en discutant dans une salle de conférence. Cet atelier fut pourtant une occasion unique de réunir des jeunes des campagnes et des villes issus de 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso. Une des questions discutées fut la place qu'il faut accorder aux jeunes qui n'ont connu que la ville et qui veulent devenir paysans. Vous écoutez Champ d'action, première partie, de la ville à la campagne. On veut installer des jeunes dans le monde rural, des jeunes qui se disent agronomes, qui n'ont pas de conviction. Et vous voulez de résultats. Comment est-ce que vous pouvez avoir de résultats? Jamais de la vie il n'y aura de résultats. Qu'on ne se leurre pas. Bonsoir, moi je m'appelle Mahamadou Ba, je suis technicien d'agriculture, je suis également entrepreneur rural. Pour aider une personne qui veut s'orienter vers l'agro-business, il faut d'abord qu'il soit animé de convictions fortes. Il faut qu'il aime d'abord l'activité. Sans quoi, même si vous l'installez avec un paquet de 100 millions, mais c'est d'emblée voué à l'échec. Les intéressés qui seront installés, qui seront appuyés, qui seront aidés dans ce sens, il faut qu'ils soient d'abord de convictions fortes. Il faut qu'ils aiment l'activité. Parce qu'une personne, même si je vais vous dire une chose, une personne, même si vous n'avez pas les moyens de ce que vous voulez faire, tant que vous êtes animé de conviction, peut-être ça va prendre du temps, mais un jour vous allez vous frayer un chemin. Ça c'est sûr et certain. Donc moi je pense que les jeunes, que les projets et programmes veulent aider, il faut qu'ils ciblent les bonnes personnes. Il faut qu'ils ciblent les bonnes personnes. On ne peut pas enlever un jeune ici à Bamako qui a passé toute sa vie à courir dans les boîtes de nuit telles que les Ibiza et consorts, vouloir l'installer en Dembougou en lui donnant 5 hectares, en lui donnant des motoculteurs et des batteuses, et vous voulez que ce jeune donne des résultats. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Donc moi, je pense qu'il y a des jeunes qui sont là-bas dans les terroirs, qui sont là-bas dans la brousse.
qui, depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent rien à part l'agriculture. Eux, ils méritent d'être aidés. Quand vous leur poussez juste un peu, ils vont donner des résultats. Mais parmi nous aussi, des jeunes diplômés qui ont étudié, qui ont fait des grandes universités, mais qui veulent donner des résultats dans ce secteur, je pense que si nous sommes ciblés et si nous sommes accompagnés comme il se doit, nous allons être de référence. Et ça va inciter d'autres jeunes aussi à s'orienter vers l'agriculture. Merci. Excusez-moi, non. Oui, je sais. Excusez-moi, je vais encore me donner la parole. Vu que les femmes ne parlent pas beaucoup, donc je vais me donner la parole. Et je vais répliquer à la part. Attends, j'arrive d'abord. Non, je vais oublier ce que j'ai à dire. Non, attendez. Il faut noter. Non, attendez, monsieur Ba, je suis d'accord avec vous. C'est pas avis de pouvoir. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais pas totalement. Alors, je vais vous poser une question. Je suis Kamara Bintou, je suis malienne, je suis entrepreneur. Peut-on faire quelque chose, par exemple, dont on ne connaît pas la valeur? Par exemple, une personne, on sait qu'au village, dans le monde rural, les gens qui font l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture familiale, ils ne le font ni par passion, ni pour l'argent. Ils le font pour vivre. Vous voyez, maintenant ce jeune dont vous parlez qui est là à Bamako, il a vécu toute sa vie ici à Bamako. Je prends l'exemple un jeune comme ça. Peut-être que ce jeune, il a fait l'hyper de Katibrou comme vous, il n'a jamais été dans un village, mais il a étudié et il connaît la valeur de la terre. Il sait qu'en faisant de l'agriculture, il va booster les PIB. Il sait qu'en faisant de l'agriculture, il va booster l'économie du Mali. Il sait qu'en faisant de l'agriculture, il y a ça ou ça ou ça ou ça ou ça ou ça. C'est que malheureusement, ces jeunes du village, lui, il ne sait pas. Lui, il fait l'agriculture juste parce qu'il doit vivre. Il n'a pas... Le seul choix qu'il a, c'est de cultiver pour se nourrir. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Il ne faut pas qu'on soit très négatif. Mais je suis d'accord avec vous quand vous avez dit qu'on doit mieux identifier les jeunes. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça si on ne l'aime pas. Il faut être passionné par la terre. Moi, mon père, il était enseignant, mais toute sa vie, depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, quand j'étais petite, on n'achetait rien au marché. Il cultivait tout à la maison, mon papa. Aujourd'hui, il est à la retraite, il est au champ, à Kaï. Mon père, il est là-bas. Tellement qu'il aime la terre, il a aimé l'agriculture. Lui, il aime ça, c'est quelqu'un, il ne le fait pas pour l'argent, mais il le fait parce qu'il aime. Et s'il décide de lier passion et argent, il sera très riche. Vous voyez, non? C'est tout ce que je voulais dire. Je me retire la parole. Devenir riche, comme le dit Bintou, certains jeunes en rêvent. Mahamadou nous a expliqué quels sont ses rêves pour la riziculture. Bon, en fait, chaque personne a sa façon de voir les choses, de comprendre les choses. Mais moi, je pense que quand on est entrepreneur, d'abord, c'est les profits qui sont visés, c'est les profits qui sont recherchés. Quand moi, j'ai un profit entrepreneurial, ce qui veut dire, moi, c'est de l'argent que j'aime et c'est de l'argent que je cherche. Et qui parle de chercher de l'argent, avoir de l'argent, parlera forcément d'agro-business. Produire 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, en fait, dans le cadre d'une exploitation familiale, c'est pas mal en soi, mais pour quelqu'un qui est très ambitieux, pour quelqu'un qui voit très loin et pour quelqu'un qui veut contribuer vraiment au développement de son pays, tout en créant de l'emploi, tout en luttant contre le chômage et tout ce qui s'ensuit, et il va de soi qu'il vise loin et qu'il ait cette idée, cet esprit de l'agro-business. Parce que l'agro-business, il ne faut pas se leurrer, donc c'est un secteur d'investissement suffisant, où on investit suffisamment de fonds. Donc, et voilà, et quand on investit suffisamment de fonds, il y va de soi que nous créons de la richesse. Bon, en fait, je ne suis pas aujourd'hui dans cette dynamique, dans cette optique, mais ça fait partie de mes projets à long terme où je me vois parmi l'un des plus grands producteurs de riz du Mali. C'est un projet ambitieux, mais j'y crois. L'approche de Mahamadou est celle de l'agro-business. Tous les jeunes ne sont pas d'accord avec lui. Arrêtez de nous parler de l'agro-business. L'agro-business ne nourrit pas son homme. Au Mali, quelle que soit la situation de l'agriculture familiale, c'est l'agriculture familiale qui nourrit son homme. Je suis Aline Badre Djong. Je suis né dans un village qui s'appelle Gorom 1, qui est dans la zone de Niaï, la zone rurale de Dakar, la capitale du Sénégal. Au Sénégal, quels que soient les investisseurs agro-business qui viennent au Sénégal, c'est l'agriculture familiale qui nourrit le Sénégal. Nous le démontrons. Nos familles, dans nos exploitations familiales, vous trouvez les 10 frères qui travaillent,
qui mangent, qui s'habillent, qui ont leur femme, leur voiture et qui s'activent dans la même exploitation familiale. Donc il faut connaître la situation avant de parler de transformer la situation. Qui nous sommes, nous? On nous a interrogés pour que nous nous disions qui nous sommes. Les autres sont là-bas et ils définissent qui nous sommes. Ils disent que nous jeunes, nous avons 18 à 35 ans. Nous jeunes, nous disons que nous avons 18, 40 ans et nous sommes des jeunes. Nous sommes actifs jusqu'à 50 ans, nous sommes des jeunes. C'est la culture. Moi, je pense que c'est la situation, c'est la place qu'occupe le jeune dans l'exploitation familiale qu'il faut transformer. C'est quoi sa responsabilité au sein de l'exploitation familiale? Transformer, ce n'est pas tracer 1 hectare de terre pour le jeune et le sortir de l'exploitation familiale. C'est de lui responsabiliser. Ce n'est pas chercher 5 hectares et le détacher de sa famille. C'est sa famille qui l'a installé. C'est sa famille qui l'a motivé. Ensuite, Alioune nous a expliqué comment il analyse la discussion qu'il a eue avec Mahamadou. C'est des gens qui pensent qu'être entrepreneur jeune dans le monde agricole et n'étant pas inséré dans une exploitation familiale, avoir son propre exploitation signifie être agrobusiness. C'est ce qui faisait tout le sens de ce débat-là. Et pour toi, ce n'est pas de l'agribusiness? Ce n'est pas de l'agrobusiness au point que nous appelons agrobusiness les gens qui exploitent les 100, à partir des 100 hectares, 200 hectares. Pour moi, ils sont dans l'exploitation familiale. Parce que lui qu'il disait, quand je lui dis que tu es dans l'exploitation familiale, c'est lui, avec sa femme, avec des cousins, avec même ses enfants, en tant que petite famille, avec des jeunes qu'il prend, qui viennent du sud, des saisonniers, comme je le fais avec ma grande famille, dans ma grande exploitation agricole. C'est ça, donc c'est de grandes exploitations agricoles et de petites, tout simplement. Mais dire ici qu'il est agrobusiness alors qu'il sait nettement qu'il est concurrencé par les vrais agrobusiness, les étrangers, les investisseurs étrangers, il sait lui-même qu'il n'est pas agrobusiness. Vous écoutez Champ d'action. Deuxième partie, l'agroécologie. Au départ, l'exploitation agricole des parents d'Alioune ne pratiquait que le maraîchage. Avec l'accord de son papa, Alioune a introduit de la diversification, de l'élevage, de la production de lait, des poules pondeuses. Alioune aimerait que cette transition soit la plus respectueuse possible de l'environnement. Il aimerait être un des pionniers de l'agroécologie au Sénégal. Mais cette façon durable de faire de l'agriculture est-elle suffisamment soutenue au Sénégal? On parle de l'agroécologie, mais il faut que ça arrête de rester un concept. Il faut que ça soit une réalité dans nos zones. Il faut que les gens diminuent les pesticides, les engrais chimiques. Il faut que les gens produisent sain. Il faut penser à la santé du consommateur. Donc, c'est l'avenir de tout. Donc, je ne dirais pas en tout cas bio, mais tendre vers l'agroécologie est l'avenir de nos exploitations et l'avenir de notre métier. Parce que le client et le consommateur deviennent de plus en plus exigeants. Donc on est dans l'obligation d'aller vers. Aminata, 29 ans, est aussi une pionnière. Elle a lancé une ferme agroécologique à Kolda, au Sénégal. Elle confie que son initiative bute encore sur certains obstacles. Bonjour, je m'appelle Aminata Ly, je suis copropriétaire de la ferme agroécologique Sorange qui se trouve à Kolda dans le sud du Sénégal. Nous sommes dans un village qui fait partie des une des régions les plus pauvres du Sénégal. Donc le fait de dire que je vais faire de l'agroécologie, eux, ils le prennent pour quelque chose d'élitiste. Ils se disent que non, c'est parce que vous avez les moyens que vous dites que vous allez faire de l'agroécologie, vous n'utilisez pas d'intrants, nous on est obligés d'acheter. Ou bien on prend l'exemple de nous, notre production a toujours un problème pour l'écoulement parce que si on prend une ménagère qui a 1000 francs, disons 1,50 € pour aller au marché et il est obligé d'acheter tout ça pour nourrir sa famille, bien sûr qu'il va favoriser la quantité plutôt que la qualité. Et ce que les gens ne prennent pas en compte en fait, c'est que nous, on n'achète pas dans la ferme, nous, on n'achète pas d'intrants. Parce que c'est une ferme intégrée, donc tout ce dont on a besoin, on le trouve sur place dans la ferme, que ce soit les biopesticides, aussi les intrants naturels, l'amendement et tout, ce qu'on fait, tout provient de la ferme.
mais ils ne comprennent pas aussi que s'ils partent au marché, donc avec les produits qu'ils achètent, ils ont des problèmes des fois pour ce qui est d'une alimentation qui n'est pas bonne, qui n'est pas nutritive et qui peut aussi les forcer des fois à aller à l'hôpital. Donc c'est des doubles charges qu'ils ne prennent pas en compte. Donc nous, on croit que l'agroécologie d'un côté aussi c'est conscientiser. On a un rôle d'être les médecins des gens qui sont là-bas et d'éducateurs aussi. Durant l'atelier, les jeunes ont identifié les problèmes auxquels ils sont confrontés. En haut du classement, ils ont placé les difficultés d'accès à la terre. Troisième partie, l'accès à la terre et le rôle des femmes. On ne va pas baisser les bras non plus, mais c'est un réel problème. Un problème lié aussi à des us et coutumes pour beaucoup. Seynabou est une jeune afroféministe. Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, en Casamance, il y a des parties où les femmes ont des problèmes d'accès à la terre, mais il y a d'autres, les femmes n'ont pas du tout de problème d'accès à la terre. Au contraire, c'est elles-mêmes qui cultivent, elles ont accès à la terre. Mais avoir accès à cette terre-là ne veut pas dire que ce qu'elles cultivent, elles sont les premières à en bénéficier. Les femmes sont particulièrement confrontées à ces difficultés. Aminata explique comment les jeunes sénégalaises essayent de trouver des solutions pour accéder à la terre. Oui, en fait, il y a un modèle au Sénégal que les jeunes ont développé actuellement. Donc, ça s'appelle le Bayseddo, ça veut dire en Wolof, cultiver et partager. Donc, le concept, c'est quoi? On a des terres et des fois, on voit des femmes qui n'ont pas accès à des terres. Donc, ils essayent de voir comment contourner cela et faire ce partage. L'exemple, c'est que vous avez des hectares. Ces femmes qui se sont regroupées en GIE, groupement d'intérêt économique, ou bien des associations, peuvent venir voir ce particulier et signer une convention. Et elles vont produire. Et une fois que la production elle est prête, c'est soit elle écoule et puisse faire le partage des bénéfices avec l'exploitant, celui qui possède les terres, ou bien aussi il se partage aussi la récolte. Donc c'est ça. En fait, c'est à leur manière, c'est à eux de voir la convention qu'ils vont signer. En tout cas, c'est pour faciliter à ces femmes qui n'ont pas les moyens d'avoir des terres, que ça soit peut-être à cause des coutumes, parce que la plupart du temps, les femmes ne sont pas autorisées à avoir des terres. Donc c'est soit ça, soit elles n'ont pas les moyens aussi d'accéder à ces terres. Mais d'après certains témoignages recueillis, il n'y a pas que le problème d'accès à la terre qui est inéquitable pour les femmes. Voici ce que nous ont confié Aïssa et Fatimata, deux jeunes paysannes du Burkina Faso, âgées de 23 et de 25 ans. Aïssa s'est exprimée en moré, la langue la plus parlée au Burkina Faso. Fatimata a traduit. Que c'est son mari seulement qui s'occupe de la famille. C'est son de d'abord. Hey, façon de ni ni boy. Comment ça, toi tu t'occupes pas de ta famille? Son de d'abord les ados. Qu'ils s'entraident. Qu'ils s'entraident. Oui. Pourtant les femmes travaillent plus que les hommes. Milieu rural, c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes. Les hommes ne travaillent pas. Bon, problème. On sent bien la difficulté qu'ont ces paysannes à s'exprimer devant un journaliste européen qui est un homme de surcroît. Ça reste toujours un sujet sensible. Parce que déjà, lorsque tu vas voir ces femmes-là, tu parles de genre directement. Elles ont déjà cette idée-là que tu veux bâcler la coutume. Salimata, 22 ans, est malienne. Elle milite dans des associations féminines. Elle nous explique comment elle réussit à parler aux paysannes sur le terrain. Donc directement, nous, on ne leur parle pas directement on veut l'égalité hommes et femmes.
on ne va pas directement vers là-bas, mais on va leur demander, par exemple, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et généralement, elles disent qu'elles n'ont pas accès aux terres. Généralement, elles sont mariées ou lorsque elles produisent, le revenu ne les appartient pas. Donc, elles-mêmes, au lieu que nous leur parlons d'égalité femmes, elles-mêmes, elles viennent nous dire les difficultés qu'elles rencontrent. Donc, à travers cela, maintenant, nous essayons maintenant de les sensibiliser et d'essayer de trouver une solution à travers cela. Sinon, on discute beaucoup avec ces femmes-là. On discute vraiment beaucoup avec ces femmes-là. Et vous mettez en place un plan d'action commun. Comment vous envisagez l'avenir pour changer cette situation d'inégalité et de patriarcat, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Oui. Ah oui, exactement. Avec Sahelo Women, nous sommes en train de mettre en place, comme je l'ai dit, un plan d'action. Et ce plan d'action à travers Sahelo, c'est-à-dire on va autonomiser la femme financièrement pour qu'elle soit, on prenne en compte, elle soit, on va dire, consultée à travers les prises de décision, qu'elle soit impliquée à travers les décisions qui les concernent, elles. Donc, nous allons renforcer l'agriculture, comme je le dis, et nous allons d'abord les amener à une autonomisation financière, les sensibiliser, leur permettre de s'exprimer et de dire les difficultés qu'elles rencontrent. Je pense qu'à travers cela, surtout les jeunes filles, nous ciblons principalement les jeunes filles parce que si nous voulons un changement, nous devons aller avec les plus jeunes pour que lorsqu'elles puissent... l'avenir, c'est les jeunes, on va dire. Mm-hmm. L'avenir, c'est les jeunes. Et donc, nous allons avec les plus jeunes pour vraiment arriver à une autonomisation financière des femmes à travers l'agriculture. Mais tu crois pas que tu as besoin de faire un plaidoyer politique pour ça? C'est une action politique que tu mènes quelque part. Exactement, je vais dire, il y a le plaidoyer politique, mais il ne faut pas qu'on se monte le plaidoyer politique. Si on ne s'en tient qu'au plaidoyer politique, on ne va arriver à rien. Parce que tout le temps, il y a des plaidoyers, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de suivi derrière. Donc, nous, on va certes faire des plaidoyers politiques à travers les femmes qui vont aller plaider auprès des décideurs politiques, mais nous voulons nous allons former même ces femmes-là pour qu'elles puissent être représenter, elles puissent elles-mêmes être des décideurs politiques. C'est-à-dire, les femmes ont généralement peur de la politique. Quand tu parles de politique, tu ne vois pas de femmes. Donc nous, au lieu que les femmes soient de simples électeurs, on va dire, on vote seulement, on ne va pas seulement voter, mais nous, les femmes, nous allons nous-mêmes être des décideurs politiques. C'est-à-dire, on va vraiment sensibiliser ces femmes-là pour qu'elles puissent vraiment arriver à avoir confiance en elles, à se dire qu'elles peuvent, elles peuvent elles-mêmes occuper des postes de décision. Parce que même si nous allons faire des plaidoyers autour de la table ronde, s'il n'y a pas de femmes autour de cette table ronde-là, je pense que les hommes, on va dire, ils peuvent se mettre à la place des femmes, mais ils ne sont pas les femmes pour prendre en compte les vraies préoccupations des femmes. Donc, pour qu'on puisse prendre les vraies préoccupations des femmes, il faut vraiment que les femmes soient dans les postes de décision, qu'elles soient assises autour de la table de décision. Et comment elles peuvent arriver à ça? C'est quoi la stratégie? Déjà, via les organisations paysannes, elles doivent prendre les postes dans les conseils d'administration des organisations paysannes. Comment elles doivent... C'est quoi ta stratégie? Déjà, tout commence par les organisations paysannes. Tout commence parce que déjà, lorsqu'elles sont assises, elles ont peur de parler. Elles ont peur de parler. Et même dès lors que vous... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même lorsque il y a des hommes, il y a des femmes, si vous devez aller vous demander des hommes et des femmes, vous allez voir que vous allez voir plus d'hommes. Parce que les femmes n'osent pas. Elles n'osent pas parce qu'il y a cette société-là qui les a instaurées, le fait que nous ne devons pas parler, nous devons nous taire. Donc tout commence tout bas, tout commence dans la famille. Il faut qu'on sensibilise les jeunes filles pour qu'elles puissent déjà prendre la parole dans la famille, ensuite dans les organisations, dans les petites organisations paysannes, qu'elles puissent alors s'affirmer ainsi et même pourquoi pas se présenter aux élections présidentielles un jour. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, en fait, si on voit les gens qui apportent vraiment quelque chose au PIB du pays, les femmes ont un rôle énorme. Ah oui. Est-ce qu'elles n'ont pas cette force-là? Comment elles peuvent mettre en avant cette force-là? D'accord. Déjà, les femmes représentent 80% de la main-d'œuvre en milieu rural. Elles sont là, elles
elles ont des postes précaires, des postes temporaires, pendant que c'est elles qui font tout le boulot. C'est elles qui cultivent, c'est elles qui s'occupent de la famille et leur travail n'est pas rémunéré. Elles ne sont pas rémunérées. Elles contribuent au PIB de façon informelle. On ne reconnaît pas le travail de la femme. Pourtant, on va dire, je vais pas trop abuser, mais je dirais que vraiment, sont ces femmes-là qui contribuent vraiment au PIB, surtout les femmes en milieu rural. Mais c'est pas calculé dans le PIB. Non, c'est pas calculé. Pas du tout calculé vraiment, et ce sont les hommes, ce sont les hommes généralement qui prennent la couronne, on va dire. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture. Vous écoutez Champ d'action. 4e partie. L'écriture ou la tradition orale. Dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'analphabétisme concerne en moyenne 56% des adultes de plus de 15 ans. Faut-il savoir lire et écrire pour être un jeune citoyen engagé qui pratique une agriculture durable ? La question a été posée pendant l'atelier. Voici une réaction obtenue. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que les parents, ils étaient alphabétisés? Non, ils n'étaient pas alphabétisés, mais ils étaient très bien éduqués, ils étaient très bien engagés dans la société. Oui. Je partage cet avis, moi aussi. Ce n'est pas l'alphabétisation. Donc, c'est le contraire même. Cette réaction peut surprendre, lorsqu'on sait que dans les régions du Burkina et du Mali, où sévissent les djihadistes, de jeunes villageois sont parfois massacrés parce qu'ils sont allés à ce qui est appelé l'école des Blancs. L'historienne Liliane Kestelot, décédée en 2018, nous propose pourtant une autre approche dans son anthologie des littératures africaines. La richesse de l'oralité reste méconnue. La littérature orale est de loin la plus ancienne, la plus complète et la plus importante. Ancienne, car pratiquée depuis des siècles et transmise fidèlement par des générations de griots ou aèdes, dont les mémoires ne sont rien de moins, dans une civilisation orale, que les archives mêmes de la société. Complète, car cette littérature comprend tous les genres et aborde tous les sujets. Mythes cosmogoniques, romans d'aventure, chants rituels, poésie épique, courtoise, funèbre, guerrière, contes et fables, proverbes et devinettes. Importante par son abondance, son étendue et son incidence sur la vie de l'homme africain. En effet, cette littérature orale n'a jamais cessé, même pendant la colonisation, d'animer les cours des chefferies, comme les veillées villageoises, ni de proliférer avec une liberté et une virulence échappant au contrôle des étrangers, ignorant d'habitude les langues indigènes. Cinquième partie, la jeunesse et les migrations. Je m'appelle Ouedraogo Salif. Je suis du Burkina Faso, précisément dans la région du Nord. J'ai fait le jardinage au Burkina Faso, dans mon village. J'ai des frères même qui étaient en Amérique, mais présentement ils sont revenus au Burkina Faso. Et ça s'est passé comment quand ils sont revenus ? Ils sont revenus, ils avaient réussi ou c'était un drame ? Oui, sincèrement dit, ils ont réussi. Ils ont réussi. Oui, j'ai un frère présentement au Burkina Faso. Il est sincèrement reconnu par la société même, à cause de son voyage en Amérique. Mais et alors, est-ce que ça fait que tu es pour le fait de partir vers l'Europe ou l'Amérique, ou est-ce que tu te conseillerais plutôt aux jeunes de rester ? À cause de mon travail, si je gagne à rentrer dans les pays européens, peut-être je peux évoluer même sur mon travail. Je peux aller là-bas, avoir des formations sur mon travail, et puis venir être personnel même. Être, ça veut dire, un maître de mon travail. Réaliser un podcast sur la jeunesse en Afrique de l'Ouest
c'est immanquablement parler des migrations. En 2019, l'Organisation internationale des migrations estimait à plus de 8 millions de personnes le nombre de migrants originaires de l'Afrique de l'Ouest. Le jeune Malien Ndji Coulibaly, 25 ans, est membre d'une organisation qui tente de proposer des alternatives agricoles aux jeunes tentés par le grand voyage. Ndji Coulibaly, chef de projet à l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence, en abrégé OJAD. On leur a montré des vidéos de naufrages tels que Gibraltar, etc. et surtout les techniques de sauvetage employées. Et quand un jeune a vu ces histoires, ces vidéos, les bâtons, ces vidéos de naufrages, et également, une fois arrivé au Maroc, on lui a montré la frontière Melilla, qui est d'une part juste première ville espagnole, ou la frontière entre Espagne et Maroc, où il a vu les barres de plus de 7 mètres. Il a vu les jeunes, d'autres jeunes qui ont quitté chez eux, ils sont là-bas 2 ans, ils n'arrivent pas à entrer, ils ne peuvent plus revenir. D'autres sont en train de mourir. Bon, automatiquement, lui, il a changé d'avis. Bon, on dit, bon, partant de là, tu changes d'avis, ça c'est bien, mais si tu retournes pour une activité de maraîchage, on doit également t'expliquer les nouvelles techniques de maraîchage de nos jours. Et vous avez des téléphones Android. Donc, accéder au marché n'est même plus un souci pour vous. Étant chez vous, après les récoltes, vous partagez vos produits sur le marché à travers vos téléphones Android, vous aurez les clients. Et vous pouvez même constituer un groupe WhatsApp qui peut aller au-delà de 200 personnes. Vous pouvez créer une page Facebook. Donc, vous pouvez vendre vos produits de maraîchage facilement. Et on arrive à les conscientiser partant de ces aspects et partant de ces choses qui sont vraiment palpables sous les yeux de nous tous. En ce qui concerne les jeunes qui sont dans les zones urbaines, parce que déjà, la question d'employabilité à Bamako est devenue très difficile. Il faut vraiment avoir des réseaux, des connaissances pour être employé. Bon, maintenant, ces jeunes qui sont nés ici, qui ne connaissent pas, on va dire entre parenthèses, ou qui n'ont pas fait un tour dans une zone rurale, quand tu viens vers eux, vous allez échanger. Ils ont déjà un diplôme ou ils ont été déscolarisés. Les parents sont pauvres, ils se nourrissent avec des petits bricolages au marché, etc. Donc quand ils les sensibilisent, leur montrer l'importance du maraîchage, parce que tout le monde sait actuellement que c'est l'agro-business ou l'agroalimentaire qui est au top, aviculture, maraîchage. Quand on leur montre des vidéos, également des propositions concrètes, par exemple, si on prend maraîchage de concombre, dans la zone de Sikasso, concombre, en moins de 45 jours, tu peux faire la récolte. Donc, eux étant ici, 45 jours, ils n'ont même pas 5 000 francs. Mais quand tu dis, tu pars dans telle zone rurale, là, tu ne dépenses que 1 000 francs ou 2 000 francs par mois parce que le manger est facile là-bas. Tu vas commencer à faire des concombres à côté de telle personne. En 45 jours, tu as 50 000 sur toi. Au-delà de toutes les dépenses, tu peux économiser 20 000. Bon, plus la passion, ces jeunes sont censés retourner dans les campagnes afin de pratiquer l'agriculture. Je connais déjà des camarades, on a fait l'université ensemble, mais ils ont été nés ici à Bamako. Et quand on leur a parlé de chez nous, parce que nous on a quitté les zones rurales pour venir étudier, quand on leur a parlé de ça, ils ont été motivés, curieux même d'aller dans ces zones, voir comment on cultive, voir comment on fait maraîchage, aviculture, etc. Et de là, ils ont trouvé des fermes aux alentours de Bamako, à moins de 45 km, 60 km. Il y a beaucoup de fermes actuellement aux alentours de Bamako. Donc il y a des nouveaux agriculteurs au Mali, quoi. Au Mali. Donc... Mais quand tu dis « je connais », est-ce que c'est 2 camarades que tu connais ou est-ce que tu as entendu dire que c'est plus de monde que ça? Non, c'est plus de monde que ça. C'est plus de monde que ça parce que il faut vraiment toujours être en contact avec eux pour échanger, connaître au fond. Bon, comme le souci, on n'a pas vraiment assez de données fiables.
par rapport à leur nombre, par rapport aux statistiques, même au niveau de l'État, on n'a pas des données fiables. Mais dans le cadre de notre projet, on essaie d'avoir des données sur les personnes que nous racontons, sur les jeunes que nous racontons, leur profil, et également voir leur zone de départ qui peut être une zone rurale ou une zone urbaine. Le mot de la fin est donné à Madame Diakité Aminata. Je suis Diakité Aminata, j'ai 34 ans. Pour conclure l'atelier, elle a porté un message d'espoir. J'ai une vision parce que je vois qu'on a beaucoup de potentialités qui est inexploitée. On a l'autre continent est nanti de richesses, des ressources naturelles, des bras valides. Mais le problème c'est quoi? C'est que la plupart des jeunes manquent de perspective. Et quand vous manquez de perspective, quand vous ne savez pas où vous dirigez, vous ne savez pas où vous projetez dans la vie, vous êtes perdu. En fait, vous êtes perdu. Donc, quand vous perdez l'espoir, vous ne savez plus où vous projetez, vous êtes perdu. Et ça pousse beaucoup de jeunes à aller s'immigrer, à aller mourir dans la Méditerranée, ou bien une fois étant en Occident, ils se retrouvent avec ce qu'ils ont imaginé qu'ils allaient avoir une fois sur place. Ils ne l'ont pas, tu crois? Ils ne l'ont pas, et puis ils se retrouvent. Souvent, il y en a qui sont expulsés, qui viennent reprendre tout à zéro. Et moi, ma vision, c'est quoi? Si on fait confiance aux jeunes, si on encourage ces personnes-là, si on les montre qu'on a des trésors cachés. Qu'est-ce que moi j'appelle trésors cachés? Cachés, c'est l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense qu'il faut creuser ces trésors cachés, et une fois que ces trésors est retrouvé, il faut essayer de valoriser. Qu'est-ce qu'on doit valoriser? On doit valoriser nos cultures. Champ d'action est un podcast proposé et réalisé par SOS Fin avec l'aide du Xara ASBL. Retrouvez les podcasts de SOS Fin sur www.sosfin.be.